Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Yves Tremblay qui va nous parler des thèses en sciences. Pourquoi est-ce qu'on fait une thèse en sciences? Qu'est-ce qui va nous amener à faire cette thèse? Et quel serait notre devenir après la thèse en sciences? Professeur Yves Tremblay, bonjour. Bonjour, madame. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Le printemps s'installe et les jours allongent, il fait beau, tout est parfait. Parfait, on dit bon matin, n'est-ce pas? Bon, Je devais dire bon matin. C'est pas effectivement. grave. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que on devrait ou il serait intéressant de faire une thèse en sciences? Euh, Merci pour la question. C'est une question très vaste. Comment réussir une thèse de doctorat en sciences? Pour moi, c'est un processus qui débute assez tôt. La première chose, je pense qu'il faut, c'est le vouloir. Je pense qu'il faut vouloir, c'est-à-dire que on se lève pas un matin puis on dit bon ben ce matin je fais une thèse. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est un sentiment, c'est un désir qui va se développer lentement et progressivement. Puis pour moi, ça commence, je vous dirais, assez tôt dans la formation scolaire. Ça commence assez jeune. Dès qu'on voit que le jeune se pose des questions sur comment cette bébelle fonctionne, comment ça marche, etc. Quand le jeune se pose des questions, quand on devient sensible à des questionnements, quand on se pose des types de questions sur, je sais pas, par exemple, comment une voiture fonctionne, etc. Je pense que c'est comme ça, tranquillement, que le sentiment se développe. Et ça, c'est pour à peu près tous les secteurs, que ce soit, bon, nous, on est en médecine, mais que ce soit pour la médecine, que ce soit pour les sciences pures, les sciences appliquées, les sciences humaines, je pense que c'est le même processus. On est curieux de nature et puis je pense à quelque part, au début, en tout cas chez moi, c'était un peu perçu comme étant un défaut, ça. Parce que je taponnais tout et puis je voulais tout toucher, tout savoir et puis à quelque part, ça agaçait un peu mes parents. Donc, je pense que c'est comme ça que je pense que c'est comme ça que ça se développe tranquillement. C'est un processus et j'ai fait il y a quelques années une conférence à des jeunes du primaire pour leur expliquer justement comment on devenait professeur à l'université. Et puis, j'avais pris l'image du développement d'un arbre. Et je pense que dans le contexte de votre question, je pense que ça pourrait servir encore. C'est-à-dire que l'arbre il va y avoir un tronc sur lequel, au début, ce tronc-là va être relativement fragile, il va battre au vent, etc. Mais au fur et à mesure que les semaines vont passer, que les années vont passer, le tronc va devenir solide et puis il va servir de socle au développement des branches. Puis, pour faire une image, pour faire une analogie, ben, imaginons un arbre avec un tronc, puis autant de branches que la personne pourrait avoir de centres d'intérêt, de questionnement, etc. Donc, dans la tête de cette personne-là, elle ne sait pas qu'elle va faire une thèse ou qu'elle pourrait faire une thèse. Mais il y a plein de sujets qui l'intéressent. Elle lit beaucoup, elle se questionne sur plein de choses. Et donc, à un certain moment donné, dans le cursus de formation, en Amérique, on arrive à ce qu'on appelle ici au Canada soit le cégep ou soit le collège. Et à ce moment-là, la personne va prendre un choix. Elle va s'orienter vers les sciences pures, vers les sciences appliquées, vers les sciences santé, vers les sciences humaines, etc. Et ces deux années-là sont les deux années préparatoires à l'université. Et c'est là où tu vas vraiment ancrer ton arbre. C'est là où vraiment les racines vont prendre forme. Et c'est là où tu vas décider d'aller à l'université. Puis pour ceux qui éventuellement iraient vers une thèse, ben, ils commencent déjà à penser à qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que cette personne-là va faire avec le premier diplôme universitaire. Je pense que c'est là où tu commences à te, je pense que c'est là où tu commences à te questionner. Puis là, tu arrives à l'université,
Et puis, là, il y a une multitude de programmes et là, tu t'orientes vers un secteur. Donc, l'entonnoir se referme et puis tu t'en vas vers un secteur donné. Aujourd'hui, à l'université, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais chez nous, à l'Université Laval, excusez, on a créé en médecine, en faculté de médecine, on a créé un baccalauréat qu'on appelle les sciences biomédicales. Qu'est-ce que c'est? C'est un secteur qui va permettre une première immersion pour les jeunes étudiants. Donc, c'est un baccalauréat de 3 ans. C'est une fenêtre de 3 ans qui conduit au BSSC, donc au baccalauréat en sciences biomédicales. Et c'est une période qui va donner une fenêtre à la recherche. Durant cette période-là, les étudiants vont avoir des cours magistraux, naturellement, mais ils vont aussi avoir des sessions d'immersion en laboratoire. Et c'est là que vraiment le sentiment de moi, c'est ça que je veux faire, moi, c'est ça qui m'attire, c'est ça que je veux pour plus tard. C'est là où tu vas vraiment avoir le coup de cœur, où tu vas dire non, ça ne sera jamais pour moi, c'est pas là-dedans que je m'en vais, j'aime pas ça, puis je veux faire autre chose. Je fais mon bac, j'arrête après mon bac, puis je m'en vais pour travailler pour une compagnie ou je m'en vais dans un secteur X, Y, Z, mais j'oublie la carrière académique, ça ne m'intéresse pas. Mais pour ceux qui vont être appelés vers ça, l'immersion dans le labo, c'est excellent parce que c'est le premier contact que l'étudiant a avec des sujets possibles de recherche, avec des thèmes de recherche. Même si à ce niveau-là, il n'y a pas encore de questions de recherche, la personne est quand même en contact avec des thèmes. Ça peut être la reproduction, ça peut être le cancer, ça peut être l'immunologie, l'infectiologie, la virologie. La personne voit des thèmes qui sont susceptibles de l'intéresser, un peu comme le médecin qui fait son cours à un moment donné, qui décide d'aller vers une spécialité, ben, il va aller vers la rhumato, il va aller vers l'obstétrique, la gynéco, ou vers la médecine familiale, etc. Donc, c'est un premier moment où le futur candidat, le futur thésard va être mis en contact avec des sujets possibles de recherche. Il va voir des directeurs de labo. Et Pas à tous ce moment, pareils. Les pardon? directeurs de labo ne sont pas tous pareils. Ah non, les directeurs de labo ne sont pas tous pareils. Et je vous dirais que pour ceux qui sont en thèse de sciences biomédicales, avoir un bon directeur de labo, c'est extrêmement important parce que le contact, sans qu'il soit au day-to-day, je dirais qu'il est au week-to-week, hein, parce que les dérives sont faciles, ça coûte très cher et une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois de perdu, ça peut arriver comme ça et ça coûte des milliers de dollars et personne ne veut ça, ni l'étudiant, ni surtout le directeur de laboratoire. Donc, avoir un contact franc, honnête, transparent avec le directeur de labo, ça, c'est un processus sine qua non. Donc, quand tu as tout fait ça, que tu es rendu à ta 3e année puis que tu es diplômé, que ce soit dans le baccalauréat de sciences biomédicales ou dans une science pure ou appliquée, à ce moment-là, tu dis, ouais, ça, c'est vraiment un monde que j'aime, puis ça, ce monde-là, il est pour moi. Ça prend forme et là, tu dis, je plonge. Tu peux le faire comme ça ou tu peux avoir des contacts hasardeux. Moi, j'ai eu un contact hasardeux parce qu'à l'origine, je me dirigeais vers une thèse un peu comme votre père en chimie. Je partais faire un doctorat en chimie, mais finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené vers les secteurs biomédicaux. Et donc, j'ai complètement bifurqué, je m'excuse, et je suis allé vers les sciences médicales. Donc, la première étape, si tu décides d'aller dans ce secteur-là, c'est que tu vas choisir ton mentor. Dans ta formation, tu as fait des stages, tu as rencontré des directeurs de labo, tu dis, OK, celui-là, je l'aime bien, j'aime son labo, j'aime comment est-ce que ça fonctionne. Tu vas aller le rencontrer, tu vas lui dire, moi, je suis intéressé à faire une maîtrise, éventuellement de faire un doctorat, mais je veux commencer par faire la maîtrise et voir si durant cette période-là va se développer mes talents de chercheur, parce que c'est un apprentissage. Tu viens pas chercheur comme ça, comme tu viens pas médecin comme ça. C'est un apprentissage.
Et donc, apprendre à devenir chercheur, c'est pas nécessairement facile. Euh, Ça demande, comment je dirais ça, donc? Ça demande de l'abnégation un peu parce que 90% de tes résultats, bon, ils finissent pas à la poubelle, mais mettons qu'ils sont, tu peux pas directement t'en servir immédiatement. C'est un processus qui prend un certain temps. Donc, choisir le labo, choisir le patron, c'est extrêmement important parce que tu vas travailler dans un environnement que tu vas aimer. Puis en même temps, ben, c'est choisir le thème de ces recherches. Je m'en vais dans un laboratoire de reproduction. Je m'en vais dans un laboratoire, moi, à mon époque, il y a une trentaine d'années, je m'en allais dans un laboratoire d'endocrinologie moléculaire. C'est ça que j'allais faire, les glandes endocrines, les glandes à sécrétion interne, leurs actions sur les différents systèmes. C'est là-dedans que je m'en allais, puis c'est dans ça que je voulais travailler. Mais je n'avais pas encore choisi ma question de recherche parce que je ne la connaissais pas. Puis c'est ça qui est la différence fondamentale entre vous, les médecins, et nous, les PhD, qui sommes, c'est fondamentalement différent. Parce qu'on choisit le labo, on choisit le thème, et habituellement, de la façon dont ça va fonctionner, le mentor va te jumeler avec un étudiant senior du labo, qui est une personne en fin de thèse, avec lequel tu vas, apprendre les techniques que tu vas avoir besoin, parce que souvent, tu ne les connais pas. Puis tranquillement, au fur et à mesure, et ça, c'est un processus qui va durer entre 0 et 12 mois à peu près, là, avant que tu puisses, comme on dit, prendre ta paillasse seul au labo, puis fonctionner, écrire tes expériences, en discuter avec ton patron, les réaliser, les comprendre, les interpréter, passer à la suivante. Ça prend à peu près 1 an avant que tu puisses être capable de commencer à aller dans cette direction-là. Donc, durant cette première année-là, tu es jumelé avec un étudiant gradué en fin de thèse, tu apprends les techniques, tu commences à faire une revue de littérature un petit peu, et au fur et à mesure que tu apprends tes techniques, que tu fais ta revue de littérature, que tu vois les autres étudiants autour de toi, ben c'est là où tranquillement tu vas aller vers des questions de recherche qui sont habituellement en lien avec ce que l'étudiant avec lequel tu as appris. Et donc, c'est un peu comme ça aussi que nous, les directeurs de labo, on passe le flambeau. Tu sais, qu'on peut continuer à développer nos thèmes de recherche avec les étudiants gradués parce qu'ils prennent le flambeau du précédent, puis la roue tourne comme ça, puis la science progresse. Et donc, c'est un processus, au final, après 5 ans, ben, tu déposes une thèse et puis tu défends cette thèse-là. Et puis après ça, ben là, il y a différentes possibilités qui s'ouvrent devant toi. Parfait. Alors, pour déposer et défendre cette thèse, il faut l'écrire au préalable, une fois que le travail a été fait. Alors, quelle serait la meilleure façon d'aborder la rédaction de la thèse? Par quelle partie commencer? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes doctorants? Est-ce qu'ils commenceraient par la méthode, par faire une synthèse de la littérature? Quel serait votre conseil, votre procédure? Euh, chez nous, en Amérique du Nord, on a, surtout dans les sciences pures appliquées, biomédicales, beaucoup moins en sciences humaines, ça se fait moins en sciences humaines, mais dans les sciences que je vais dire dures, entre guillemets, là, dans les sciences plus fondamentales, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des thèses par article. Mhm. Qu'est-ce que c'est qu'une thèse par article? Ben, au fur et à mesure que tu avances dans ton doctorat, que tu poses des questions, que tu les résous, tu obtiens des résultats et ces résultats-là te permettent d'écrire des articles. Et ça veut dire que tout au long de ton doctorat, tu dois maintenir tes connaissances à jour. Donc, la revue de littérature, tu la fais un peu tout le temps. Là, aujourd'hui, on a l'informatique. On va sur l'ordinateur, on pitonne PubMed et puis on sort les articles à partir de mots-clés. Moi, dans mon temps, on avait les current contents. On avait ça. À toutes les semaines, on les recevait puis on les épluchait. Donc, de façon périodique et récurrente, tu dois faire ta revue de littérature et quand tu as suffisamment de résultats, tu écris ton premier article.
Et ça, habituellement, le premier article, je dirais que c'est presque le patron qui va l'écrire. Et puis, après ça, toi, tu vas lire ça, puis tu apprends tranquillement comment construire une introduction, comment construire un matériel et méthode, comment construire la section des résultats et surtout comment développer une conclusion suivie d'une discussion. La discussion, il ne faut pas qu'elle aille trop loin, il ne faut pas qu'elle surinterprète les résultats, etc. Donc, tu apprends tout ça. Et donc, au final, après tes 5 ans de doctorat, habituellement, ben, chez nous en Amérique, pour obtenir le diplôme PhD, ça prend 3 articles, minimum 3 articles. Puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, dans mon temps, je ne veux pas dire que c'était plus facile, mais on pouvait avoir beaucoup plus d'articles. Si je regarde moi, par exemple, quand j'ai fini mon doctorat, j'avais, je ne sais plus comment, 9 ou 10 articles, mais c'était beaucoup plus facile de faire un article parce qu'on faisait du dosage, par exemple, on mettait une technique au point pour faire du dosage, puis là, on sortait 25 hormones. Donc, avec ces 25 hormones-là, on pouvait écrire quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, quand tu regardes les publications, tu vois qu'il y a énormément de travail avec la biologie moléculaire, avec la génétique, avec les big data, tout ça. Tu vois qu'il y a énormément de réflexion, de travail juste pour construire une image. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des universités, en tout cas chez nous en Amérique du Nord, on considère une thèse avec 3 articles où c'est l'étudiant qui a conçu, fait les expériences, aidé aux interprétations, on considère que c'est bien. Donc, finalement, ta thèse, ces 3 articles-là, c'est le cœur de ta thèse. Qu'est-ce qui va te rester à faire quand tu vas avoir fait ça et tu vas être rendu à 4 ans et demi, 5 ans? Ben là, c'est de faire une revue de littérature globale qui va envelopper tout ça et une conclusion finale qui va prendre les grands thèmes de ces 3 articles-là, par exemple, et qui vont développer des axes de recherche pour la relève. Et puis, entre les articles, ce qu'on demande, c'est de faire le lien, parce qu'habituellement, quand tu as fini l'article A, ben, tu t'es posé des questions pour l'article B. Donc, le lien, c'est la réflexion qui s'est faite entre l'article A et l'article B. Ça, c'est la façon de faire des thèses chez nous. Il y a d'autres façons aussi, mais je vous dirais qu'à 95% des thèses par article, c'est pas mal la façon de procéder. Merci pour ces indications pratiques et fort utiles. Alors, une dernière question, peut-être avant votre conclusion, elle concernerait le post-doctorat. Une fois qu'on a fini notre thèse, qu'on l'a soutenue, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Quelles sont les différentes voies? J'ai entendu la semaine dernière des jeunes dire qu'à l'université, plus on augmente en grade, moins c'est le fun. Donc à la limite, bon voilà. Alors, quelle serait votre réponse? Ben, écoutez, quand on a fini le doctorat et puis qu'on a le diplôme PhD, euh, d'abord, je pense qu'il faut se dire ceci, et puis je le dis sans penser, comment je peux dire donc, euh, sans dire qu'on est meilleur que n'importe qui, mais dans notre sujet précis, au moment où on défend la thèse, euh, on est le meilleur. On est le meilleur. Et puis, moi, je me souviendrai tout le temps, c'est lorsque mon patron m'avait dit, quand tu défends ta thèse, c'est le moment où tu dépasses ton professeur, tu dépasses ton mentor sur ce sujet-là précis. Tu l'as travaillé pendant 5 ans, tu as écrit les articles, tu es le champion là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Ben, il y a 2 grands choix que tu peux faire. Tu peux dire, moi, je vais vers la carrière universitaire ou moi, je vais ailleurs sur le marché du travail. Si tu vas ailleurs sur le marché du travail, ben là, tu vas commencer par essayer de trouver une compagnie ou un secteur d'embauche, habituellement qui est en lien avec ta thèse de doctorat, naturellement. Et puis, à l'industrie, ben là, ils vont te dire, nous, on a besoin de te former dans tel secteur, etc. Donc là, ils vont te proposer des stages postdoctoraux, mais dans des secteurs très, très précis dont eux vont avoir besoin par après. Tu vas partir habituellement 1 an, 2 ans, et puis tu vas revenir après ça chez Genentech, par exemple, en Californie. Et puis là, ben,
à mon époque, on venait de cloner l'hormone de croissance. Donc, tous ceux qui s'en allaient à l'industrie partaient chez Genentech. Genentech les envoyait dans des laboratoires pour apprendre la séquence à haut débit. On était là, ils étaient là pendant 1 an, 2 ans, puis ils revenaient après ça chez Genentech. Et puis là, il y avait le mandat de cloner l'hormone de croissance d'à peu près tout ce qui existait sur la planète. C'était ça qui était leur travail. Ça, c'est une voie. L'autre voie, c'est la voie universitaire. Moi, personnellement, j'aime mieux la voie universitaire parce que tu n'as pas de patron. Personne ne te dit quoi faire, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Parce que si tu te pètes la fiole, tu vas te la péter toute seule. Alors qu'à l'industrie, il y a des rampes. Tu sais, je veux dire, si à un moment donné, ça dérive trop, on va te ramener. Moi, si je dérive à l'université, je suis tout seul. Si moi, je ne m'en rends pas compte, je vais dériver, puis à un moment donné, je vais me planter. Et puis, quand va venir le temps de renouveler, je n'aurai pas mes fonds parce que je n'aurai pas les résultats attendus. Mais pour moi, la carrière universitaire, c'est la meilleure. À cause de ça, c'est la liberté. Tu fais ce que tu veux et puis tu n'as pas de patron. Mais comment tu arrives là? C'est de plus en plus difficile. Je ne sais pas en France exactement comment c'est, mais chez nous, avoir un poste de professeur à l'université, c'est pas nécessairement évident. Les recrutements sont difficiles. Ça rentre pas par le haut de l'entonnoir, ça rentre par le bas de l'entonnoir. Et puis, mais habituellement, si tu décides d'aller vers cette direction-là, au Québec, en ce moment, on demande 5 années de formation postdoctorale. D'ailleurs, dans mon temps à moi, c'était entre 3 et 5. Et quand tu arrivais au bout de 3 ans, tu regardais le marché, tu voyais s'il y avait des possibilités, tu tâtais le terrain un peu. Moi, dans mon cas à moi, après 3 ans, j'ai dit non, le marché n'est pas encore assez bon, il y a trop de monde, il faut attendre encore un peu. Fait que je suis resté 5 ans, moi, en stage postdoctoraux avant d'avoir une offre de l'Université Laval. Et donc, c'est un peu comme ça. Puis là, après ça, si ça fonctionne, tu vas arriver à l'université, puis là, tu vas faire tes demandes de subvention, tu vas avoir ton labo. Et là, tu vas avoir comme objectif personnel de monter ce labo-là, de former des étudiants, de t'engager un assistant de recherche. Puis là, tu es parti pour une 30aine d'années. Alors, pour les jeunes qui voudraient faire du co-tutorat de thèse, par exemple, pour finir, pour pouvoir justement avoir les deux visions ou les deux approches des différentes universités, qu'est-ce que vous leur conseillerez? Si par exemple un doctorat au Maroc voudrait faire un doctorat avec co-tutelle au niveau de votre laboratoire, au niveau de l'Université Laval, est-ce qu'il faut chercher des fonds d'abord? Est-ce qu'il faut chercher le mentor d'abord? Est-ce qu'il faut chercher le sujet d'abord? Quelle serait la meilleure approche? Écoutez, je vous dirais que d'abord, trouver le laboratoire, c'est fondamental. Trouver le laboratoire, c'est sine qua non. Et à ce laboratoire-là est assigné un directeur. Donc, c'est entrer en contact avec le directeur. Et là, si c'est au niveau du doctorat, il y a des ententes, Université Laval avec divers pays. On a des ententes avec la France, avec le Maroc, en tout cas avec plusieurs pays, avec la Belgique. On a des ententes où à ce moment-là, c'est possible de avoir un support monétaire. Mais c'est sûr que ça va prendre un peu d'argent de la part du candidat aussi, là, parce que, voyez-vous, il va y avoir des exemptions, en fait, des rabais au niveau des frais d'inscription, mais il va rester le logement. Il va falloir qu'il s'habille, il va falloir qu'il mange, etc. Puis il va avoir besoin d'activités sociales un petit peu aussi. Il faut qu'il sorte un peu, il faut qu'il change des idées. Et donc, tout ça, ça prend des sous. Le laboratoire, habituellement, est des bons labos. On est capable d'aller jusqu'à peu près 10 000, 15 000 de support. Mais pour un étudiant étranger, ça prend le double. Donc, il va falloir que cet étudiant-là ait des fonds un peu personnels, mais il y a aussi des fonds, un fonds d'aide aux étrangers à l'Université Laval, etc. Comme en ce moment, j'aide un jeune Marocain là, il ne vient pas ici à l'Université Laval, il va aller à l'Université de Montréal, mais je le suis, là, je le guide à travers le sillage là, pour qu'il fasse ses inscriptions, etc. Là. Parfait. Mais c'est possible. Il n'y a pas de souci, c'est possible. Puis je dirais juste une dernière chose. Avant ça, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, avec la COVID, c'est plus compliqué, c'est plus long. Les délais sont plus longs parce que
les gens des ministères sont en télétravail, tu te frappes, tu te heurtes à des portes fermées, etc. Donc, ceux qui veulent venir étudier, par exemple, qui voudraient venir étudier à la session de septembre 2022, ben, vous êtes tard un peu, là. Alors, une dernière question ou un dernier commentaire par rapport à votre doctorat. Si vous aviez une anecdote à rapporter, ça serait laquelle? Ah! Euh, En fait, c'est pas une anecdote, c'est comment je peux dire donc. Euh, je l'avais dit en toute ignorance et en toute simplicité, parce que moi à l'époque où j'ai fait ma thèse, je l'ai fait du côté des stéroïdes, et puis parce que j'avais une formation de chimiste à la base. Et donc, quand je suis arrivé, tu sais, en chimie, on est habitué de voir des changements de couleur puis des choses comme ça. Tu sais, quand on regarde un tube et qu'il y a une réaction dans le tube, on voit ce qui se passe. Mais là, j'arrivais avec des dosages immunologiques, avec des anticorps, puis je voyais rien. On voyait rien dans le fond du tube. Et donc, je savais pas trop ce qui se passait. Fait que je me suis inscrit comme auditeur libre au cours de médecine. Et durant tout mon doctorat, j'ai quand même fait à peu près les 2 tiers d'auditeur libre du cours de médecine à travers ma thèse. Et puis, quand j'ai commencé, on dosait peut-être, je sais pas, moi, je vous dirais 5 ou 6 stéroïdes. Et quand j'ai fini, on en faisait une trentaine. Et quand je suis arrivé à ma soutenance de thèse, sur mon jury de thèse, il y avait quelqu'un qui était un spécialiste des récepteurs. Et là, au lieu de me poser des questions sur les dosages de stéroïdes, il commence à me poser des questions sur les récepteurs. Mais j'y connaissais strictement rien. Et donc, il m'a planté. Mais à un moment donné, il me regarde et il me dit, ouais, mais il dit, vous connaissez pas les récepteurs, docteur Tremblay? J'ai dit non, j'ai dit, il y a juste 24 heures d'une journée et je n'ai pas eu le temps. Lors de ma soutenance de thèse, j'avais répondu à M. Reynaud assez du tac au tac, comme on dit chez nous. Merci, merci beaucoup pour cet échange et cet entretien très enrichissant, en espérant en avoir d'autres et solliciter des patients ou des patients et donner le coup de pouce pour motiver les personnes qui ont l'envie, qui ont la motivation, mais qui hésitent encore à passer le pas et aller jusqu'au bout de leurs rêves. Moi, je pense que, juste en finissant, si j'ai quelque chose à dire, je pense qu'il faut être franc avec les étudiants quand ils viennent nous voir pour une première fois dans le labo, puis qu'ils nous disent, Docteur Tremblay, je veux faire une thèse avec vous. OK, tu veux faire une thèse avec moi. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est que de faire une thèse? Là, tu sais-tu que tu t'embarques dans un processus de 4 à 5 ans? Et puis, avec les difficultés, il y a peut-être des nuits que tu ne dormiras pas. Au début, tu vas dire, je ne suis pas capable, je suis tanné, je veux lâcher. Pense à tout ça bien comme il faut parce que c'est pas facile. Ça prend de la volonté, puis ça prend de la perspicacité, du bon vouloir, puis du travail. Beaucoup plus de travail que d'intelligence au début. Merci, merci et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Epirum. Ben, merci beaucoup et puis je vous souhaite une belle fin de journée, madame. Merci pareillement.